Bonsoir Bruno Latour. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous, à Paris, dans cet appartement où vous vivez et dans lequel vous travaillez depuis de longues années. Pourquoi avez-vous accepté cette série d'entretiens ? D'abord parce que je suis un peu âgé, donc c'est le moment où on regarde un peu ce qu'on a fait. Ensuite parce que c'est vrai que je me suis intéressé apparemment à des sujets très, très divers. Les sciences, le droit, la fiction, avec des méthodes qui sont un peu bizarres. Donc je reconnais que c'est assez compliqué pour les gens de suivre. D'ailleurs, dans les librairies, les gens ne savent jamais trop où mettre mes livres. Ah oui. Il y en a un qui se trouve sur Paris, alors on va le mettre dans la partie, disons, tourisme, un autre qui va se trouver en philosophie des sciences, un autre sur le droit, etc. Donc, je crois qu'il est temps maintenant de pouvoir expliquer, et je suis très content que vous me donniez cette occasion d'expliquer un peu quel est l'argument général pour que les gens puissent ensuite se lancer dans ces ouvrages et ne pas avoir l'impression que je me disperse, car je me suis très peu dispersé. J'ai vraiment suivi une ligne du début à la fin. Cette ligne, ce cheminement qui est le vôtre, vous conduit à penser que nous avons changé de monde. Pourquoi n'habitons-nous plus sur la même terre ? Disons, c'est un problème de dramatisation d'une situation. La situation dans laquelle on est, politique, écologique, elle est extraordinairement dure, je pense, pour tout le monde. Enfin, on est simplement affecté par toutes ces transformations dont on nous parle tous les jours dans les journaux, la question du climat, la question de ces réunions internationales pour essayer de le contrôler, la biodiversité, la question même de ce que c'est que le progrès, l'abondance, toutes ces questions qui sont associées, disons, à un monde dans lequel on était jusqu'à récemment. Tout le monde, au fond, s'en rend compte. C'était un monde qui était organisé autour du principe que, au fond, les choses n'avaient pas de... comment est-ce qu'on pourrait dire, de puissance d'agir. En anglais, on dit agency. L'exemple typique dans le monde précédent, disons, c'était de dire, je ne sais pas moi, si vous prenez Galilée comme exemple tout à fait typique, vous avez un plan incliné, vous avez le calcul des boules de billard qui tombent et la magnifique invention, découverte de la loi de chute des corps. Donc on était habitué à, voilà, le monde est fait en gros de choses de ce type, c'est-à-dire des êtres qui n'ont pas eux-mêmes d'agency, une boule de billard, ça n'a pas du tout d'agency. Elle obéit à des lois, et ces lois sont calculables, et la science, avec un grand S, les découvre, et c'est de ça que le monde est fait. Donc c'est un problème, ça paraît curieux de dire ça des sciences, mais c'est un problème de métaphysique. Le monde est fait de ces objets, de ce type, disons. Et puis, les choses vivantes, la subjectivité des gens, la façon dont ils imaginent ce monde, l'impression qu'ils ont de voir des choses tout à fait magnifiques, etc., ça n'est pas ce dont le monde est fait. Et ce monde-là, c'était ça, disons, la grande définition du monde précédent, ce que j'appelle, pour le simplifier, le monde moderne. Parce que ce qui m'a intéressé toujours, c'est une anthropologie du monde moderne. Maintenant, si vous prenez la situation dans laquelle nous nous trouvons, on se dit, mais finalement, l'élément, disons, le plus évident qui saute aux yeux quand on est dans le Covid, quand on est dans le changement climatique, c'est la question plutôt que le monde a l'air fait de vivant, et on découvre de plus en plus avec les sciences de la Terre, avec l'analyse des vivants et de la biodiversité, etc., qu'en fait, ce monde dans lequel on se trouve, le monde des vivants, c'est plutôt lui qui apparaît comme le fond métaphysique du monde dans lequel on est. Donc et c'est ça, à mon avis, la désorientation dans laquelle les gens se trouvent avec la question écologique, le fait qu'ils n'arrivent pas à vite, disons, réagir à une situation que tout le monde sait être catastrophique, je pense, est largement dû au fait qu'ils continuent à être dans le monde d'avant, donc celui où il y a des objets qui n'ont pas d'agency, qui sont contrôlables par le calcul, disons, en gros, et des sciences, et surtout qui sont appropriables par un système de production qui nous apporte l'abondance et qui nous apporte aussi le confort et tout ça, mais ce n'est pas le monde dans lequel on est maintenant. Plus personne maintenant ne peut dire, en parlant de questions de virus ou de climat, qu'il y a des sujets qui sont à distance du monde dans lequel il se trouve, puisque par une boucle de rétroaction
qui est assez surprenante. L'action de ces humains-là crée pour les autres humains et pour lui-même des conditions de vie qui sont, si on prend la question du climat, inhabitables. Bon, donc, ça y est, c'est fini. La cosmologie où des humains subjectifs, des sujets, pouvaient se placer dans un monde qui était à distance, ça, c'est pas possible. Alors, le problème, c'est maintenant, ça veut dire quoi, du point de vue, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un sujet? C'est ça qui m'intéresse philosophiquement maintenant. C'est quoi le sujet humain de l'écologie? C'est pas le même sujet que celui d'avant. Il n'a pas la possibilité de faire les mêmes choses, il n'a pas accès à la même, disons, confiance dans les objets, il est saisi par tout un tas de forces qui le manipulent de partout, et surtout, c'est quand même absolument stupéfiant, c'est vrai au niveau micro, comme on le voit avec le virus, et disons la question médicale en quelque sorte, et c'est vrai au niveau global. Les conditions d'existence dans lesquelles nous nous trouvons, les conditions atmosphériques, les conditions d'alimentation, de température, sont elles-mêmes le produit de ces involontaires, évidemment, le produit involontaire de ces vivants. Vous parlez beaucoup des modernes, Bruno Latour. Pourquoi n'avons-nous jamais été modernes et que sont les modernes selon vous? Il y a un sens qui est clair, c'est que c'est un mot d'ordre. Quand on dit moderne, généralement il y a un mot d'ordre, c'est modernisez-vous. À chaque fois qu'on veut moderniser l'université, moderniser l'État, moderniser l'agriculture, etc. Ce qui m'a intéressé, c'est que ce mot d'ordre, c'est une organisation du sens de l'histoire. C'est de dire, nous avançons, il y a un front de modernisation qui est inévitable, qui avance comme ça. Et derrière, c'est l'archaïsme. Et ça, c'est inévitable. C'est-à-dire, dès qu'on vous dit « modernisez-vous », vous êtes tout de suite aussi en train de paniquer parce que vous allez vous dire « mais si je rate le train de la modernisation, je vais être éliminé. Et si je garde, je deviens réactionnaire. C'est-à-dire que je deviens anti-moderne. Et vous allez être accusé d'archaïsme, de ralentir le chemin du progrès, de tenir à des valeurs anciennes, etc. Ce que je considère comme ma contribution, c'est de dire moderne, je ne vais pas l'étudier comme un mot d'ordre, mais comme un sujet de recherche. Mais c'est quoi quand vous dites ça? Qu'est-ce que vous espérez obtenir quand vous dites modernisez-vous? Et j'ai transformé ce qui était un mot d'ordre en une énigme, disons. Et je me suis aperçu au fur et à mesure de mes... Là, c'est vraiment 50 ans d'études. Au fur et à mesure qu'il n'y a pas de sujet qui soit clarifié par le fait de dire ça c'est moderne et ça c'est pas moderne. Il n'y a pas un seul sujet, en particulier l'histoire des sciences. Parce que si vous dites les modernes sont ceux qui enfin ont compris la différence entre l'opinion d'un côté, disons, la culture, la subjectivité, etc., et la nature et qu'on les sépare bien, il suffit d'étudier l'histoire des techniques ou des sciences pour voir qu'ils font exactement le contraire. C'est-à-dire que les modernes sont ceux qui ont au contraire mélangé de façon la plus extrême, la plus magnifique aussi, dans certains cas, la politique, la science, la technique, le droit, dans leur empire, en quelque sorte. Donc, à ma grande surprise, on essaie de définir les modernes, c'est ceux qui croient à la différence entre nature-culture, à la bifurcation entre, disons, la subjectivité et l'objectivité, ils font tout le contraire. Et donc, ils n'arrêtent pas de faire le contraire de ce qu'ils disent. On n'a plus le droit de dire ce genre de choses, mais l'expression que j'aime bien, c'est de dire, comme dans les films, les westerns, les Blancs ont la langue fourchue. Et c'est vrai, c'est une très belle expression. Ils ont la langue fourchue. Ils sont inauthentiques, les modernes. Et c'est pas du tout parce que je suis anti-moderne, parce que ça serait accepter le front de modernisation et dire, moi, je résiste, je suis volontairement archaïque, réactionnaire, etc. C'est parce que c'est un mot d'ordre. C'est un terme qui définit un mouvement de l'histoire, et c'est pas l'histoire dans laquelle on est. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec le Covid. Au moment où le Covid, on a tout arrêté brusquement, alors qu'on nous prétendait qu'il y avait un grand mouvement d'économie qui allait continuer à se développer. Tout le monde s'est retrouvé chez soi à se dire, mais au fond, toute cette énorme machine
du développement et de la progression, on peut la suspendre en quelques semaines. Tout le monde s'est mis à dire, mais au fond, c'est quoi qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut, etc. Donc, quand même, maintenant, on peut dire, de façon à être un peu plus crue, ce que je disais il y a 30 ans, on a fini la modernité. C'est une parenthèse. C'est un moment de l'histoire qui est en train d'être fini. Ça m'amuse beaucoup parce que quand je dis ça à Beaubourg, pour leur dire, mais vous devriez faire accepter d'être comme Orsay, c'est-à-dire, voilà, vous êtes un moment. Ils sont au contraire, ils veulent toujours continuer à être modernes. Non, vous êtes un moment, et ça demande un musée, voilà, c'est très intéressant, un musée de la modernité, mais c'est fini. Moderne a été un mot d'ordre qui a organisé le front de modernisation dont nous nous apercevons en ce moment que c'est un front de destruction, et c'est fini. C'est une parenthèse. La parenthèse se referme. Elle met longtemps à se refermer, mais maintenant on sent bien que beaucoup de gens seraient un peu d'accord pour dire, en tout cas, on ne va pas moderniser la planète. Et si on la modernise, elle disparaît, enfin, elle devient inhabitable et invivable pour nous, en tout cas pour les humains. Et ça, je le considère, c'est bon, par l'histoire des sciences. Parce que au moment où je travaille à cette question, c'est la chute du mur. Oui. Et la chute du mur en 89 entraîne une espèce de réaction, d'enthousiasme immense sur la victoire du libéralisme. Et je suis très surpris, parce qu'en 89, on voit bien s'effondrer les soviets. Mais ce qu'on voit aussi, c'est le début de toutes les grandes conférences, Tokyo, etc., Rio, sur l'écologie. Donc je me dis, mais s'il y a quelque chose qui est aussi extraordinaire que cet événement de la chute du mur, c'est l'incompréhension totale sur cet événement du libéralisme. C'est ça qui est bouleversant. C'est que ce moment, qui était aussi le moment où on pouvait agir sur la question écologique, c'est aussi le moment du déni maximum de la question écologique. Et l'accélération de l'accélération. On accélérait depuis la guerre, et ensuite ça fait ça. Donc il y a une énigme de l'histoire du XXe siècle. Je me demande toujours, il a servi à quoi le XXe siècle ? C'est vraiment un vrai problème. Il a constamment dénié la situation dans laquelle il se trouvait. C'est-à-dire, les Blancs ont la langue fourchue, les modernes sont toujours désaxés par rapport à ce qu'ils font toujours le contraire de ce qu'ils disent. Mais dans les années 80, ils y vont carrément. Ils exagèrent dans leur exagération, dans leur inauthenticité, etc. C'est-à-dire, au moment où tombe le mur, qui était l'occasion idéale pour dire, bon, maintenant, on s'adresse à la vraie question, qui est celle de la question, disons, qui va devenir ce qu'on appelle le nouveau régime climatique, on s'en débarrasse. Et le maximum de déni, le maximum d'extractivisme, le maximum d'accélération se passe à ce moment-là. Vous avez défini cette période, parce que c'est aussi une période, c'est un rapport au monde, mais c'est une période aussi, cette modernité, ce moment caractérisé par les modernes, et notamment par la formule de Rimbaud qui dit « il faut être absolument moderne ». Nous en sommes sortis, et peut-être même d'un point de vue esthétique également. Mais nous sommes rentrés dans quel monde ? Si vous voulez, l'abondance, la liberté, l'émancipation, sans la modernité, ça ressemble à quoi ? Et c'est ce que j'appelle écologiser, mais personne n'a d'idée précise sur ce que ça veut dire. Parce que précisément, c'est une espèce d'énorme virage dans la définition du temps, du passage du temps, de la séparation entre passé et futur, etc. Toutes ces questions que le mot « modernisez-vous » avait une puissance énorme, mais cachait aussi la complexité, et la dureté, et la cruauté de ce slogan. Depuis les années 50, disons, « modernisez-vous » veut dire vraiment abandonnez votre passé et séparez-vous de la Terre, au fond, si on simplifie un peu l'opération. On décolle. D'ailleurs, décoller, je me rappelle quand j'avais, dans les années 50, tout le monde devait décoller. Les pays décollaient, enfin, c'était toute l'idée du décollement des pays dits en voie de développement. Mais le slogan reste très important parce qu'on n'a pas d'alternative. Donc, pour répondre à votre question, il va falloir bosser sur cette affaire. C'est quoi l'alternative à la modernité ? C'est ce qu'on appelle écologiser, mais moderniser ou écologiser, ça doit probablement être l'opposition, mais écologiser suppose quelque chose qui est de l'ordre de la composition. C'est-à-dire,
la séparation passé-futur ne peut pas être coupée en disant ce qui est du mauvais côté du front de modernisation, c'est fini. Ce qui est devant et qui est unifié, et ça va de l'avant. Il faut pouvoir choisir, composer, au sens propre du terme, dans des formules qui appartiennent les unes au passé, les unes au futur, les unes au présent, complètement librement. Il faut se libérer de cette énorme pression de la modernisation qui fait que ça aveugle complètement la décision et le choix. Alors il faut pouvoir choisir, discerner la bonne technique et la mauvaise technique, le bon droit et le mauvais droit. Et ces capacités de sélection, c'est ça que j'appelle composer, elles sont différentes, assez profondément différentes, de ce qu'on entendait par moderniser. Et elles ne peuvent pas être rassemblées dans un grand slogan. Et si je dis composer votre existence pour qu'elle réponde à l'habitabilité de la planète, ça vous mobilise pas tout de suite dans un certain ordre. Vous dites, vous commencez à vous gratter la tête et vous dites, bon alors je fais quoi? La permaculture d'un côté, je veux quand même me passer du CO2, mais je fais comment? Et on rentre dans ce monde, qui est le monde dans lequel on vit, de controverses infinies sur les façons de modifier vos modes de vie. Mais c'est sain, parce que ce qu'il y a de terrible dans l'expression de moderniser, c'est que ça aveugle. Ça empêche complètement de vous poser des questions sur ce que vous laissez. Je prends un exemple complètement minuscule, mais qui est très passionnant, qui a beaucoup intéressé mes étudiants, et celui des haies. H-A-I-E-S. Les haies. Les haies, on les hait d'un côté ou on les aime de l'autre. Et il y a des haies modernes, généralement elles sont éliminées. Il y a des haies postmodernes, et il y a des haies qui sont composites, disons. C'est pas du tout le retour de la haie des bocages traditionnels, qui rendaient aussi misérables et demandaient un travail énorme aux paysans. Mais c'est une haie composite. On se dit, voilà, je vais mettre une haie. Maintenant, il y a plein de gens qui travaillent sur les haies, des biologistes, des naturalistes, des nouveaux paysans qui s'appellent de nouveaux paysans parce qu'ils ne sont plus des agriculteurs, etc. Et c'est ça, composer. Et c'est vrai de tous les sujets. Le message alternatif de composition, donc ça veut dire plonger dans les controverses, abandonner la séparation entre ce qui est progrès et ce qui est archaïque, s'intéresser évidemment à la question fondamentale de l'habitabilité et rendre les conditions d'habitabilité premières par rapport aux questions de production, ça demande du travail. On n'a jamais été moderne, mais on est sorti de l'idée qu'on l'était, et le chantier reste complètement ouvert. Donc c'est un monde, enfin un chantier composite, de composition, de Oui, recomposition. Composer, c'est très beau comme terme, parce que c'est à la fois musical, c'est des arrangements, c'est des négociations, c'est des modus vivendi, et là, c'est là où on voit qu'il faut aussi abandonner l'idée que la politique va être moderne. Vous allez avoir une politique moderne, c'est-à-dire une politique qui va vous dire où est-ce qu'il faut aller et comment l'ordre doit être donné. Et il faut une politique modeste pour ces arrangements composites. Il faut une science modeste, parce que la science va tâtonner dans des tas de controverses pour arriver à vous dire ce qu'il faut faire. Il faut une technique modeste. Toute une société doit acquérir une capacité critique dont elle a été privée par l'idée de modernité. Nous vivons littéralement hors sol, dites-vous aujourd'hui, et il faut atterrir. Oui. Atterrir, ça veut dire vivre dans ce que les scientifiques appellent cette zone critique, vivre sur Gaïa, avec Gaïa. Gaïa, c'est à la fois un concept qui a été élaboré par James Lovelock, physiologiste et ingénieur britannique, mais c'est aussi un mythe qui nous vient de l'Antiquité et de la mythologie grecque. Gaïa, c'est la déesse mère, c'est la matrice de toutes les divinités. Pourquoi avez-vous besoin donc de Gaïa pour sortir de cette impuissance face à laquelle nous nous trouvons? Si je voulais me simplifier la vie, je n'aurais pas utilisé Gaïa. Ah. Parce que Gaïa a beaucoup compliqué ma vie. Et en particulier, parce que Lovelock invente il invente une idée extrêmement simple qui est par une découverte d'une simplicité extrême qui fait dès les années 60, l'atmosphère n'est pas en équilibre thermodynamique. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait 30%
d'oxygène dans l'atmosphère. L'oxygène réagit avec tout. Il aurait dû disparaître depuis longtemps. Et il compare avec l'atmosphère de Mars et il dit c'est pas la peine. Donc c'est un épisode célèbre qu'il a raconté plein de fois. C'est pas la peine d'aller sur Mars, messieurs les biologistes qui vous voulez envoyer mes instruments, parce qu'il fabriquait des instruments sur Mars. Je sais qu'il n'y a pas de vie là-bas. On continue à envoyer tout un tas de trucs pour aller chercher la vie sur là, mais il n'y a pas de Gaïa là-haut. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de planète transformée complètement par les vivants depuis 4 milliards d'années. Il y a peut-être eu un moment, mais ce moment n'est plus là. On trouvera quelques cellules, peut-être quelque part, mais il n'y a pas de Gaïa, c'est-à-dire au sens de transformation, de conditions initiales de la Terre physico-chimique, qui n'est pas particulièrement favorable, en conditions favorables, à cause du fait, tout simplement, que les vivants ont cette particularité, non pas d'être des organismes dans un environnement, mais de transformer l'environnement à leur profit. Pas du tout par générosité ou par amitié, mais simplement par l'interconnexion, et c'est ça qui est très important, l'interconnexion des vivants entre eux. Donc, un vivant, il y a un métabolisme, il recrache des tas de saloperies, il absorbe des saloperies, et les saloperies qu'il recrache sont utilisées par d'autres comme des opportunités. Et c'est ce recyclage qui finit par créer, mais ça prend 4 milliards d'années, des conditions dont nous profitons. C'est là où arrive cette question qui est fondamentale dans la nouvelle cosmologie, c'est que la question fondamentale, c'est l'habitabilité de la planète. Comment on l'a rendue habitable, comment on la maintient habitable, et comment on lutte contre ceux qui la rendent inhabitable. C'est là où la question... C'est pour ça que c'est important que ce soit un mythe en même temps, Gaïa. Parce que c'est à la fois un concept scientifique, mais c'est clairement aussi le nom d'un changement de cosmologie. Et puis, il y a la Gaïa, plutôt celle d'Isabelle Stenger, disons, qui est un personnage qui impacte la politique, ce qu'elle appelle l'intrusion de Gaïa. Elle s'intéresse moins à la question de comprendre la science de Gaïa, qui, moi, m'intéresse beaucoup, que la totale surprise de dire « mais on est dans un autre monde, on est à l'intérieur de Gaïa, la condition d'habitabilité est essentielle, et vous n'êtes plus dans l'ancien monde où la question, au fond, la plus importante était d'utiliser les ressources pour se développer. » C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer mythologie, science et politique, parce qu'une cosmologie, c'est pas ça. Une cosmologie, c'est la liaison de ces choses. Quand un anthropologue étudie la cosmologie des Barouillas ou des Yanomani, il ne sépare pas ce qui est politique, la façon dont la société est organisée, est-ce qu'il y a des dieux, tout ça, c'est forcément lié. Et nous prétendrions changer de cosmologie sans avoir un nom pour cette situation nouvelle. Moi, je dis, Gaïa, c'est le nom de cette situation nouvelle, précisément parce qu'elle est mythologique, elle est scientifique et elle est politique. Alors, évidemment, ça pose des tas de problèmes. Vous avez utilisé un mot qui est plus, disons, calme, qui est le mot de zone critique. Parce qu'effectivement, zone critique, c'est un terme de mes amis, mais ce n'est pas un terme très répandu. Mais en Amérique, en France, ils utilisent cette notion pour désigner exactement la même chose, au fond, c'est-à-dire le fait que l'expérience que nous avons, c'est une expérience de vivant au milieu de vivants, à l'intérieur d'un monde fabriqué par les vivants, et c'est tout petit par rapport aux notions qu'on se faisait dans la période précédente de ce que c'est qu'une planète. Le globe terrestre, il inclut toute une série de choses qui ne sont pas... on ne vit pas, on ne va pas dans le centre de la Terre pour savoir comment il fonctionne. Il y a des instruments pour connaître comment c'est. Mais la zone critique, c'est quelques kilomètres. C'est cette minuscule surface. Et quand vous dites, c'est la planète Terre qui nous intéresse, cette fameuse planète, mais c'est pas là où on est. On n'est pas dans la planète Terre, on est sur la minuscule surface, sur le vernis, le minuscule vernis de cette affaire. C'est ça, qui entoure, qui englobe, c'est au fond cet espace de quoi? De 10 kilomètres Oui, ça reste très peu de choses. C'est ça qui est très intéressant, c'est que la vie, ce dont nous vivons, ce à l'intérieur du vivant, ce dont nous avons l'expérience, c'est à la fois la seule chose que nous ayons jamais expérimentée, nous comme vivants au milieu d'autres vivants, et c'est très petit. C'est très peu de choses. C'est pour ça que la question politique devient si fondamentale. C'est-à-dire que notre taille, c'est des problèmes d'échelle. Dans l'ancien monde,
disons, l'ancienne cosmologie, on était dans l'univers infini. Donc la planète Terre, on allait sur Mars, on se passionnait pour l'espace, on voulait aller dans l'espace, etc. Donc on avait l'impression on était devant une espèce d'infinité, si vous voulez. Et là, brusquement, on se retrouve en quelque sorte à l'intérieur d'une minuscule zone que nous partageons et qui a été fabriquée, encore une fois, j'insiste sur ce truc, par les vivants depuis 4 milliards d'années. Et du coup, nos actions, nous, d'humains industrialisés, prend une place énorme. C'est ça qui n'était pas prévu. Parce qu'il y a 3 siècles, mais même avant-guerre, la trace des humains sur la planète Terre était négligeable. On transformait l'environnement au sens des paysages, mais on ne transformait pas le système Terre. Le système Terre n'était pas rentré à l'intérieur de notre régime d'action. Et donc ne rentrait pas non plus dans la politique. Maintenant, il y est. Donc, on peut parler de zone critique parce que c'est un peu plus facile à comprendre que c'est juste ce petit espace étudié par des scientifiques et à l'intérieur duquel nous vivons. Et c'est un confinement. Nous sommes confinés dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, les humains comptent énormément, au point d'être, comme ils le disent, une force géologique majeure. Les bulldozers transportent plus de terre que l'érosion dite naturelle. Alors évidemment, comparé à l'univers infini dans lequel nous étions avant, les humains, c'est presque rien. Ils ne peuvent pas transformer complètement nos conditions de vie de l'univers. Mais de la zone critique, oui. C'est ça la différence. C'est que brusquement, on se retrouve dans un monde dans lequel on est confiné, qui est peu de choses du point de vue de l'univers, mais à l'intérieur duquel la capacité des humains industrialisés à modifier l'habitabilité, qui devient le concept fondamental, est considérable. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut Gaïa ? Vous voyez, il y a tellement de conséquences. C'est un truc tellement étrange. L'environnement est fait par les vivants, et non pas les vivants occupent un environnement auquel ils s'adapteraient comme on le croyait avant. Les humains industrialisés comptent pour beaucoup. Mais en même temps, la zone critique, c'est très peu de choses. La vie, finalement, vue du point de vue d'un physicien, c'est presque rien. En termes d'énergie, c'est très, très peu de choses. Néanmoins, elle a tout transformé. Elle a transformé les minéraux, elle a transformé les montagnes, elle a transformé l'atmosphère, elle a transformé les conditions d'existence dans lesquelles nous trouvons. C'est des concepts, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses à absorber. C'est pour ça que c'est compliqué. Et comme en plus, on n'enseigne rien du tout des sciences de la Terre, sérieusement, du coup, les gens se trouvent dans un monde, mais on est où ? On est où ? Devient une question fondamentale. Et où on est, alors c'est là où je dramatise, on est dans Gaïa. Et vous nous dites qu'il faut s'orienter à nouveau en politique. Comment peut-on atterrir et pourquoi faut-il, pour cela, savoir se décrire et notamment répondre à la question de quoi, de qui je dépends pour exister, pour subsister ? Pourquoi est-ce aussi important de savoir où l'on vit que de savoir ce dont on dépend, ce dont nous vivons aujourd'hui ? Alors, je suis un obsédé de la description, parce que ça paraît étrange, mais décrire, c'est aussi, comment dire, s'asseoir, se poser, avoir une assise, etc. Et la solution à ce problème, tel que je l'ai proposé, c'est de dire, mais si nous sommes désorientés, si on est tous un peu comme ça à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'agit pas ? Encore une fois, le phénomène central depuis les années 80 du siècle précédent, c'est comment se fait-il qu'une civilisation entière affrontée à une menace qu'elle connaît parfaitement ne réagit pas ? Alors on peut dire que c'est des lobbies, c'est tout un tas de choses qui s'y opposent, ce qui est vrai aussi, mais c'est tellement énorme comme inaction qu'il faut chercher probablement autre chose. Et moi, ce que je propose, c'est de dire, mais oui, mais comment voulez-vous que les gens réagissent rapidement à une transformation aussi fondamentale de cosmologie ? Donc, reprenons les choses à la base. Et ce que j'appelle à la base, ça veut dire, écrivez sur un bout de papier quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez
Et c'est là où on a introduit une notion qui peut paraître un peu, disons, simple ou superficielle, qui est la notion de territoire. Alors c'est là où il y a une petite variation. Le territoire, ça n'est pas où vous êtes au sens des coordonnées géographiques, c'est ce dont vous dépendez. Parce que la dépendance devient la question fondamentale. Ce n'était pas la question fondamentale dans la version précédente. La version précédente, c'était celle de l'émancipation. C'est pas pareil. Maintenant, la question fondamentale, c'est non. Vous dépendez. Et donc, de quoi vous dépendez va définir qui vous êtes, puisque vous êtes dans ce nouveau monde. Donc, on avance en tâtonnant dans ce monde qu'on ne connaît pas, et qu'il faut donc se donner des moyens. Alors, un dispositif pour le décrire. Pas le décrire, disons, de façon objective, quelqu'un d'extérieur qui vous dirait, voilà, vous êtes dans un autre monde, mais le décrire pour soi-même. Et donc la solution que j'ai trouvée, parce que moi je cherche toujours une solution, disons, pratique, empirique, pour une question fondamentale de philosophie et d'ontologie, c'est de dire, listez vos dépendances. Et vous êtes ce dont vous dépendez. C'est-à-dire, ce dont vous dépendez, plutôt, va définir un territoire. Et c'est ça que j'essaye de mettre en place. Pourquoi, politiquement, c'est intéressant? C'est parce que, pour le moment, dans l'état actuel des choses, nos opinions politiques sont associées au monde précédent. Et donc, il faut redécrire et dire, voilà, je suis complètement... navré de dire, mais vos opinions politiques ne nous intéressent pas. Parce que vos opinions politiques vont être associées à l'ancien régime climatique et pas au nouveau régime climatique. Voilà. C'est une façon simple d'exprimer cette proposition que je fais. Mon modèle, c'est les cahiers de doléances, c'est-à-dire le fait que la description d'une situation d'injustice sur un territoire dont on précise la composition révèle la possibilité de faire des doléances et de proposer aux institutions, à l'État, etc., au roi à l'époque, en 89, des modifications profondes de son administration. Si vous ne savez pas quel est le territoire que vous habitez, ce que vous adressez comme demande à l'administration n'a probablement aucune espèce de sens pour l'administration. Et l'administration, elle, à l'inverse, se dit, mais si on a changé de territoire, le système administratif que nous avons mis en place pour moderniser la France depuis l'après-guerre, il n'est pas non plus adapté. Il n'y a pas d'État écologique. On ne sait pas ce que c'est qu'un modèle écologique qui apporte l'abondance, et la liberté, maintient l'émancipation, et néanmoins est capable de tenir à l'intérieur de l'enveloppe de confinement qui est celui de l'habitabilité. Personne n'en a l'idée, pas plus en Amérique, en Allemagne, enfin, il y a des milliers de gens qui essayent de tâtonner cette affaire. Mais moi, ce que je prétends, il faut le faire chacun pour soi. Comme on l'a fait au moment de la Révolution, sauf que c'est beaucoup plus compliqué, parce que le monde dans lequel, la description du monde dont vous dépendez est infiniment compliquée par l'histoire économique depuis 3 siècles, et en particulier par la globalisation. Et donc, vous vivez dans le Limousin, ou en Bretagne, ou n'importe où, mais vous dépendez d'un monde qui est évidemment très éloigné. C'est une banalité. L'extraordinaire, contrainte qui arrive sur la question politique maintenant, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous décrivez les choses dont vous dépendez, je ne sais pas moi, le soja du Brésil nécessaire au port breton, et que vous vous dites, mais je ne peux pas ignorer ce monde dont je dépends en disant, oui, mais ça se passe au Brésil, moi je suis en Bretagne, je m'occupe des Bretons. Et donc si je me dis, mais il faut que j'arrive à comprendre ou à réconcilier les deux, la tâche politique devient complètement différente. C'est ça que j'appelle, une formule un peu bizarre, mais non pas des classes au sens traditionnel social, mais des classes géosociales. C'est-à-dire quand vous faites rentrer la question du Brésil à l'intérieur de la Bretagne. Si on commence à comprendre les questions d'habitabilité en Bretagne, il faut passer par le soja brésilien. Et là, il y a quelque chose évidemment d'écrasant pour les gens qui font cet exercice, parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que je peux faire moi de là-bas?
quand on recommence le travail de description, on sort de ce qui est le péché, j'allais dire, ou en tout cas la catastrophe de toute discussion politique, c'est que, ah oui, mais il faut partir au niveau supérieur, il faut passer à un autre niveau de généralité. La politique, c'est pas de passer à un autre niveau de généralité, c'est de suivre le réseau de vos dépendances et de vos appartenances aussi loin qu'il aille. Et là, il y a une espèce de restitution de capacité politique qui est au fond le but de notre exercice. C'est pas thérapeutique, mais enfin ça ressemble un peu, redonner des capacités politiques. Alors évidemment, au niveau d'un tout petit niveau, mais le grand n'est pas fait d'autre chose que le petit. Et l'exemple magnifique que nous avons vu grâce au Covid, c'est le virus. Il est tout petit, il crachote comme ça, et en 3 semaines, il occupe le globe. C'est un assez joli modèle de composition du grand à partir de la multiplicité des connexions du petit. Pour lutter, vous dites qu'il faut faire émerger de nouvelles classes géosociales qui ont des intérêts en commun. Cette classe écologique que vous appelez de vos voeux, une classe qui serait fière d'elle-même et capable de porter des combats et de s'allier du coup avec des personnes, des groupes, des entités avec lesquelles elle n'aurait pas frayé par le passé. Oui, ça c'est encore une proposition encore plus fictionnelle et spéculative que les autres, parce que est-ce qu'elle existe, cette classe écologique? Enfin, de nouveau, je fais mon boulot de philosophe, c'est-à-dire d'anticiper, de nommer quelque chose que nous ressentons. On est dans ce moment où on est en train de sentir que les questions écologiques deviennent les questions politiques l'équivalent des questions politiques d'autrefois, c'est-à-dire celles sur lesquelles il est légitime et intéressant de se disputer, mais les appartenances sont plus les mêmes. C'est-à-dire les associations et c'est ça l'arrivée d'une nouvelle classe. Alors c'est pas classe tellement au sens traditionnel des classes sociales, disons d'inspiration marxiste, mais c'est des classes au sens de Norbert Elias, c'est un des grands sociologues et historiens de la civilisation, c'est-à-dire des classes de culture, au fond, c'est-à-dire de se dire, mais il y a bien un moment où la question écologique va devenir centrale, et ça va définir les associations entre amis et ennemis, disons. Et pour le moment, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop sur chaque sujet. En plus, sur chaque sujet, il y a des disputes. Si vous prenez la question des éoliennes, si vous prenez la question... Enfin, il n'y a pas une question écologique qui soit une question de dispute. Donc, il va bien falloir constituer... Alors là, on retrouve l'ancienne définition des classes, des fronts de lutte, mais cette fois-ci sur des questions qui sont pas simplement la production et la distribution des biens de cette production, libérale et socialiste, disons, pour faire vite, mais des questions sur l'habitabilité. C'est des questions politiques tellement nouvelles et tellement difficiles, on ne se les était pas posées avant. La question d'avoir à dire pour chaque décision que nous prenons, est-ce qu'il faut aussi s'intéresser à la température de l'atmosphère, ce n'est pas une question qui, une seule seconde, aurait occupé nos prédécesseurs. On serait intéressé évidemment à la sécheresse, à la disparition des forêts, à tout ça, mais pas à l'atmosphère. Au moins, elle ne serait pas rentrée dans le détail de nos décisions. Et maintenant, il faut que ça rentre à l'intérieur du détail de nos décisions. C'est ça que j'appelle les classes géosociales. Mais elles sont en formation. On voit bien, la question écologique devient la question, en quelque sorte, centrale, même s'il y a des tas de gens qui la... Enfin, il y a plus de gens qui la nient, mais il y a des gens qui ne savent pas comment la métaboliser. Et donc, on voit bien qu'en ce moment, la façon dont il manque, en quelque sorte, l'expression explicite de dire ah oui, c'est une nouvelle classe qui est en formation. Et pour reprendre l'exemple d'Elias, qui n'est pas forcément le bon, mais bon, c'est celui que je suis pour faire un parallèle. C'est un parallèle évidemment extravagant, mais moi je fais des choses extravagantes pour faire avancer les choses et faire comprendre. Il dit, on pourrait dire, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce que je dis lisant Elias, de même que la bourgeoisie s'est moquée des limites de l'aristocratie, puisque c'est ça son grand sujet, comment la bourgeoisie est arrivée à occuper le pouvoir et à inventer le libéralisme contre l'aristocratie, disons, et ses valeurs, tout en utilisant toute une série d'elles.
recommençant à recomprendre le procès de civilisation à la bourgeoise et pas à l'aristocrate. De même, si on fait l'hypothèse, mais c'est encore une hypothèse sur le futur, hein, de même, on peut imaginer une classe écologique qui dit à la classe bourgeoise, vous avez les mêmes limites politiques, vous avez les mêmes limites dans votre horizon d'action que l'aristocratie quand la bourgeoisie montait. Je reconnais que c'est énorme comme gigantomachie, mais ça fait comprendre quelque chose de très important qui m'intéresse beaucoup, qui est une expression très étonnante qu'Elias utilise. Il dit, à l'époque, quand elle fait son ascension, la bourgeoisie est plus rationnelle que l'aristocratie, parce qu'elle imagine un horizon d'action beaucoup plus vaste que l'aristocratie. On voit ça dans Proust, on voit ça dans des tas de... Il utilise toute une série de marqueurs, en particulier parce que, brusquement, la bourgeoisie découvre la production et le développement des forces productives. Et donc, il dit la bourgeoisie est plus rationnelle. C'est très intéressant comme expression. Et je prétends, moi, dans ma fantasmagorie, pour donner de la fierté, c'est important la fierté, Ben oui. la fierté aux écologistes, moi je prétends qu'ils doivent dire nous sommes plus rationnels que la bourgeoisie libérale, parce que vous, depuis tout le XXe siècle, vous n'avez pas été foutus de comprendre que la situation fondamentale dans laquelle la production était insérée, c'était les conditions d'habitabilité de la planète que vous avez foutues en l'air. Comment imaginer qu'une classe puisse parler de rationalité en ayant ignoré pendant un siècle la question écologique, la question de la température? Nous, la classe écologique, nous disons, vous êtes irrationnels. C'est nous qui représentons la nouvelle rationalité et le nouveau procès de civilisation, l'avance du procès de civilisation, parce que nous considérons que le problème fondamental, ce sont les conditions d'habitabilité de la planète. La production, c'est très important. Les questions de distribution de cette production, c'est très important, mais elles sont insérées, englobées, encastrées par ce qui les permet et que nous considérons comme prioritaires. Et là, il y a une espèce de redéfinition de l'horizon d'action, disons, de l'horizon temporel. Et ça, c'est très important pour une classe. Une classe, c'est d'abord un projet. On voit très bien le désastre de la politique actuelle, c'est que la classe libérale, bourgeoise, a abandonné, finalement. Elle ne croit pas. Elle parle de reprise économique. Enfin, le cœur n'y est pas, en particulier depuis le Covid. Mais il n'y a pas encore de classe qui dit « nous prenons le relais ». C'est nous qui sommes l'horizon temporel, non pas évidemment dans des termes de progrès, parce que évidemment tout ça c'est compliqué, c'est pas du progrès, mais c'est quand même de la prospérité. Prospérité et progrès, c'est pas la même chose. C'est pas l'émancipation à l'ancienne par ignorance des conditions d'existence et d'abandon, disons, du passé, mais c'est de l'émancipation dans un autre sens, c'est-à-dire je découvre que je dépends de tous ces êtres, que ce soit les abeilles, les hirondelles, le climat, etc. Et c'est bien de dépendre. Et donc l'autonomie, c'est une partie très mal construite, très mal pensée de ce que c'est que d'être autonome. Il faut devenir hétéronome, en quelque sorte. Il y a des tas de problèmes de philosophie politique qui s'ajoutent à ça. Évidemment, c'est très compliqué. Mais c'est parce que c'est compliqué parce qu'on change de cosmologie. On ne peut pas aller vite sur ces affaires. Il faut réinventer. Mais il doit y avoir une force politique qui travaille ces questions et qui dit, voilà, vous vous plaignez toujours que le sens de... Il n'y a plus de fiction, plus d'utopie, du sens de l'histoire, Plus de etc. récits. Oui, plus de grands récits, etc. Nous avons un grand récit alternatif, parce que qu'est-ce qu'a fait le socialisme? Il a créé pendant 150 ans des récits alternatifs sur l'histoire, l'évolution, etc. On ne se rend pas compte de l'énorme travail intellectuel, culturel, qui a été fait par scientifique, économique, qui a été fait par les libéraux d'abord et les socialistes. Les écologistes, ils ont à faire le même boulot. C'est-à-dire de redéfinir ce qu'est l'histoire, ce qu'est la science, ça c'est très important, ce qu'est l'horizon temporel. C'est pas forcément progrès, développement, aller sur Mars, mais c'est
définir une politique dont la définition des luttes de classe, c'est est-ce que vous maintenez l'habitabilité de la planète, les conditions d'habitabilité que vous avez décrites précisément et dont vous savez maintenant qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Et ceux qui font ça, ils sont associés, ils sont des frères de classe, en quelque sorte, des frères de lutte. Et là, on retomberait à ce moment-là dans une politique classique, c'est-à-dire tout le monde se dispute sur tous les sujets, mais ça c'est normal, mais on saurait sur quoi se disputer. Pour le moment, il faut reconnaître que dans le désastre de la politique actuelle, on ne sait pas sur quoi se disputer. C'est un peu n'importe quoi. Parce que l'horizon, moi j'ai 75 ans, donc je me souviens quand même que, en gros, jusqu'à Mitterrand, on pouvait se repérer en regardant les partis, les programmes ou les slogans. Vous arriviez à vous repérer dans la politique. Vous saviez pour qui voter, quels étaient leurs intérêts, etc. Tout ça, c'est délité, parce que forcément, on a changé de monde. Et donc, les partis ont disparu, complètement atomisés, chacun l'un après l'autre. Et il faut reconstituer, c'est ça qui m'intéresse, c'est de reconstituer à partir de son territoire, et donc de ses intérêts, et donc de ses connexions, et donc des classes sociales. C'est comme ça qu'il faut commencer l'affaire. Ensuite, il y aura des partis, mais dans des années, et ensuite, il y aura des élections, on pourra voter pour des partis. C'est le moment il y a une espèce de moment où l'alignement qui était possible, je suis de ma classe, j'ai mes intérêts, j'ai des partis qui les représentent, il y a des programmes, et je vote. Et le fait que les abstentionnistes soient à 65%, c'est quand même intéressant. Cet alignement, il a disparu. On ne va pas le refaire en faisant un parti qui prétend occuper l'Élysée. Ça, c'est toutes les illusions des écologistes. Il faut repartir par le bas, c'est-à-dire par le fait qu'une société civile se reconstitue sa propre définition du territoire, de ses appartenances, et ensuite, du coup, ses intérêts, et ensuite, du coup, ses associations de classe, et ensuite, du coup, ses partis, et ensuite, du coup, ses votes. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans une situation où l'alignement qui a permis, disons, à cette lutte entre libéral et socialiste qui organise, en fait, depuis à peu près 2 siècles, la politique a été atomisée. Alors, on dit il y a des tas de raisons, les réseaux sociaux, etc., mais moi, je pense quand même que c'est parce que le nouveau régime climatique pèse sur tous nos affects politiques, mais qu'on ne lui donne pas de nom. On ne le reconnaît pas comme le problème fondamental. Bon, la question, c'est plus celle de la production et du partage des richesses. C'est une question qui porte sur un truc beaucoup plus important, en fait. C'est-à-dire ce qui englobe, ce qui entoure, ce qui permet le système de production. Donc, c'est d'autres classes. Voilà, c'est une proposition. Qui suis-je pour pouvoir faire cette proposition? Je suis personne, mais je nomme. Et c'est une proposition de concept permettant de donner du cœur au ventre, je dirais, de la fierté aux écologistes. Vous écrivez « Comme c'est étrange finalement. D'un côté, on a l'impression que tout est joué, tout est perdu, tout est fini. D'un autre, que rien n'a vraiment commencé. » Vous le pensez à la fois de la philosophie, de la politique, de la religion? C'est assez bizarre à dire, mais je pense qu'on est dans une époque formidable. Et c'est des moments très graves, quoi, de balancement d'un mode de cosmologie à l'autre. Mais enfin, si on compare dans ma scénographie un peu simplifiée entre le passage des cosmologies anciennes à la cosmologie moderne, entre 16e, 17e et 18e, c'était une sacrée belle époque aussi. Il se passait beaucoup de choses intéressantes dans tous les arts, dans toutes les sciences, dans toute la culture. Et nous, on est un peu dans la même situation, on est un peu écrasés, il faut le reconnaître, par la catastrophe, parce que c'est aussi une vraie catastrophe. C'est maintenant une tragédie à cause du fait qu'on n'a pas répondu. Mais enfin, les choses s'ouvrent d'une façon quand même assez extraordinaire. Donc, en plus, ce n'est pas le boulot d'un philosophe d'ajouter des larmes à celles innombrables que versent les collapsologues et les catastrophistes. C'est d'essayer de redonner des puissances d'agir. Donc, je pense aussi, mais c'est tout à fait honnête, c'est que parce que l'écologie vient traverser de façon complètement de biais
toute une série de croyances que nous avions quand nous étions modernes, que l'atterrissage, bon ça peut être un crash, hein, mais que l'atterrissage, ah mais enfin, on est là quoi, on est chez nous. C'est-à-dire c'est ça, enfin maintenant on veut essayer de comprendre ce qui se passe. Cette affaire de modernité qui nous transportait dans un monde inhabitable, qui était purement utopique, dans lequel on allait abandonner tout ce qui était les croyances du passé, et que c'est métaphorisé magnifiquement par l'idée du voyage sur Mars. La Terre, c'est pas très intéressant, mais aller sur Mars, alors ça, c'est vraiment intéressant. Cette espèce de mythologie de l'envol et du décollage, qu'elle soit partie, qu'elle ait disparu, qu'elle soit ridiculisée, ça, c'est formidable. Donc s'ouvre maintenant un paysage, quoi, une terre nouvelle, c'est quand même pas mal. Et sur une terre nouvelle, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des peuples. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est la reprise de la question du quel peuple sur quelle terre. Disons, les questions se rouvrent. On ne se rend pas compte à combien la notion de modernité fermait. C'était terrible d'être moderne, il fallait fermer constamment ce poids du front de modernisation, cette obligation de dire ça c'est moderne et ça c'est archaïque, etc. C'était écrasant, ça rendait impossible d'étudier quelque situation que ce soit. Tout ça c'est balayé. Et évidemment c'est dur, mais quel soulagement!